Pour mes 18 ans, mes parents ont organisé une énorme fête, mais pas pour moi. Ma sœur a décidé qu'elle voulait célébrer ses 18 ans à nouveau, et ils l'ont laissé prendre entièrement le contrôle de l'événement. Je suis partie au milieu de la soirée et n'ai jamais regardé en arrière. 3 ans plus tard, elle n'a pas supporté de voir à quel point j'avais réussi sans eux, et sa crise de jalousie a déchiré la famille. La salle de bal du country club scintillait sous les lustres de cristal. Des roses blanches débordaient de chaque centre de table, et un gâteau à 3 étages dominait la présentation des desserts. Tout semblait parfait pour une célébration de 18e anniversaire. Le mien, plus précisément. Sauf que rien de cette soirée ne m'appartenait plus. Je me tenais près de l'entrée, regardant les invités arriver avec des cadeaux emballés et des sourires éclatants. Mon estomac se tordait tandis que chaque personne passait devant moi sans un signe de reconnaissance, se dirigeant directement vers la ligne d'accueil où m'attendait ma famille. La robe que j'avais passé des semaines à choisir me semblait soudain inconfortable. La soie bleu marine, sur laquelle maman avait insisté en disant qu'elle rendrait magnifiquement sur les photos, ressemblait maintenant à un costume pour la représentation de quelqu'un d'autre. « Voilà la reine de la fête », a crié ma tante Paula, se précipitant vers moi les bras ouverts. Pendant une stupide seconde, j'ai cru qu'elle parlait de moi. Puis je l'ai vue serrer dans ses bras Naomi, ma sœur de 21 ans, qui tournoyait dans une robe couleur champagne qui coûtait probablement plus cher que la totalité de mon fonds universitaire. Maman est apparue à mon coude, le visage serré par cette impatience particulière qu'elle me réservait exclusivement. « Pourquoi traînes-tu ici ? Va aider ta sœur à saluer les gens. C'est sa soirée spéciale. » Les mots ont frappé comme un coup physique. Sa soirée spéciale. Maman, c'est mon anniversaire. Je fête mes 18 ans aujourd'hui. Elle a agité la main de manière désinvolte, cherchant déjà du regard des questions plus importantes dans la salle. Naomi a mentionné qu'elle n'avait jamais eu de vraie fête pour ses 18 ans parce que ton père était malade cette année-là. Quand elle en a parlé il y a quelques mois, nous avons pensé que combiner les fêtes serait plus pratique. Ne sois pas égoïste. Égoïste. Le mot est resté suspendu entre nous. Précis et familier. J'en avais entendu des variations toute ma vie dès que je voulais quelque chose qui entrait en conflit avec les désirs de Naomi. Des fêtes d'anniversaire organisées autour de ses examens universitaires. Des vacances en famille prévues pendant ses pauses semestrielles. Des matins de Noël retardés parce qu'elle avait besoin de dormir après ses gardes de nuit à l'hôpital où elle travaillait comme assistante médicale. Nous aurions pu organiser 2 fêtes, ai-je réussi à articuler, ma voix à peine un murmure. Le rire de maman était froid. As-tu la moindre idée du coût de cette salle ? Remercie-nous de te célébrer tout court. La plupart des parents ne se donneraient pas cette peine. Elle a disparu dans la foule avant que je puisse répondre, me laissant seule tandis que les serveurs circulaient avec des flûtes de champagne et des amuse-bouches. Le DJ a commencé à jouer une chanson pop que Naomi adorait, et j'ai regardé ma sœur danser avec papa au centre de la pièce pendant que tout le monde applaudissait. Personne ne semblait remarquer que la véritable fêtée était absente des projecteurs. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Kelsey, ma meilleure amie depuis le collège. En retard ? Garde-moi une place à ta table ? J'ai regardé le plan de table affiché sur un chevalet près de l'entrée. Table 1, Hélène et Richard, mes parents, Naomi, 3, le petit ami de Naomi, Paula et divers amis de la famille. Mon nom apparaissait à la table 7, coincé dans le coin arrière avec des cousins éloignés que je connaissais à peine et ma grand-tante, qui était presque sourde. Les larmes ont commencé avant que je puisse les arrêter. Je me suis réfugiée dans les toilettes, pressant des serviettes en papier froide sur mes yeux pour sauver ce qui restait de mon maquillage. Le visage que je voyais dans le miroir était jeune et stupide. Comment avais-je pu me laisser croire que ce soir serait différent ? Chaque étape de ma vie s'était déroulée exactement comme ça, avec Naomi occupant le devant de la scène pendant que j'attendais dans les coulisses. Quand je suis sortie, la fête battait son plein. Naomi tenait la cour à une table entourée de ses amis de l'hôpital, tous riant d'une histoire qu'elle racontait. Maman et papa se tenaient à proximité, rayonnant de fierté. Le gâteau avait été apporté, et j'ai remarqué avec une résignation engourdie qu'il était écrit « Joyeux 18e anniversaire, Naomi » en lettres cursives. Aucune mention de mon nom nulle part. Excusez-moi.
un serveur m'a arrêté avec un plateau de champagne. Êtes-vous à la fête d'anniversaire? La question a failli me briser. J'ai pris un verre, même si je n'étais pas censé boire, et je l'ai bu en 3 gorgées. Les bulles m'ont brûlé la gorge, mais la légère euphorie a aidé à atténuer les bords de mon humiliation. Autour de moi, les gens dansaient, riaient et célébraient quelqu'un qui avait déjà eu son heure de gloire 6 ans plus tôt. Mon propre 18e anniversaire n'était devenu rien de plus qu'une excuse commode pour que Naomi revive ses jours de gloire. Kelsey est finalement arrivée, a vu mon visage et m'a serré dans une étreinte féroce. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as l'air dévasté. J'ai tout expliqué dans un flot de mots qui se bousculaient. Son expression est passée de la confusion à la fureur tandis qu'elle balayait la pièce du regard, comprenant tous les détails que je décrivais. Tu plaisantes? C'est insensé. Où est ton gâteau? Tes cadeaux? Là. J'ai pointé la table des cadeaux, qui débordait de boîtes et de sacs. La plupart d'entre eux portent le nom de Naomi sur les étiquettes. Les gens pensaient qu'ils venaient à sa fête. Kelsey m'a attrapé la main. On s'en va, tout de suite. Je ne peux pas simplement quitter ma propre fête d'anniversaire. Ce n'est plus ta fête. Elle m'entraînait déjà vers la sortie. Viens, nous irons quelque part où l'on t'apprécie réellement. J'ai jeté un dernier regard à ma famille. Maman riait à quelque chose que Paula avait dit. Papa avait son bras autour des épaules de Naomi, la regardant avec une affection si évidente qu'elle faisait mal à voir. Aucun d'eux ne m'avait regardé ainsi depuis des années. Peut-être qu'ils ne l'avaient jamais fait. Nous avons atteint le parking avant que maman ne nous rattrape. Ses talons claquaient sur le trottoir et son visage était rouge de colère. Où croyez-vous aller? Tu ne peux pas juste abandonner la fête de ta sœur. La fête de ma sœur, ai-je répété, goûtant l'amertume de ces mots. C'était censé être la mienne. Tu es dramatique. Rentre et arrête d'embarrasser cette famille. Quelque chose s'est brisé en moi, comme de la glace sous pression. Non. Les yeux de maman se sont écarquillés. Je ne lui avais jamais refusé un ordre direct auparavant. Que as-tu dit? J'ai dit non. J'en ai fini. Je m'en vais et je ne reviendrai pas, ne sois pas ridicule. Tu as 18 ans, pas de travail et pas de perspective. Où crois-tu aller, exactement? J'avais été acceptée à Northwestern avec une bourse partielle, quelque chose que j'avais accompli entièrement seule, car mes parents avaient été trop occupés à gérer la carrière de Naomi pour m'aider avec mes demandes d'inscription à l'université. Le plan était de vivre à la maison et de faire la navette pour économiser de l'argent. Ce plan s'est évaporé sur le parking du country club. Je me débrouillerai, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne me sentais. Je me débrouille seule depuis des années de toute façon. L'expression de maman est passée de la colère à quelque chose qui aurait pu être de la peine, si je croyais qu'elle était capable d'autant d'empathie. Si tu t'en vas maintenant, ne t'attends pas à ce que nous te tirions d'affaire quand la réalité te frappera. Tu devras survivre toute seule. J'ai survécu toute seule toute ma vie. Vous ne l'avez jamais remarqué. Je suis montée dans la voiture de Kelsey avant que maman ne puisse répondre. À travers la vitre, je l'ai regardée rester debout un instant, visiblement tiraillée entre me traîner à l'intérieur et retourner à sa fête parfaite. La fête a gagné. Elle choisissait toujours ce qui rendait sa vie plus facile, et gérer mes sentiments n'avait jamais été commode. Kelsey nous a conduites à un dîner en bordure de ville, le genre d'endroit avec des banquettes en vinyle craquelé et un éclairage fluorescent qui bourdonnait. Nous avons commandé des crêpes même s'il était 9 heures du soir et elle m'a laissé pleurer dans mon café tout en assimilant ce que je venais de faire. Mon téléphone a explosé de SMS de membres de la famille, tous des variations sur le même thème. J'étais ingrate, immature, égoïste d'avoir gâché la soirée de Naomi. Pas une seule personne ne m'a demandé si j'allais bien. Tu peux rester chez moi, a proposé Kelsey. Mes parents ne s'en feront pas. La chambre d'amis est vide. J'ai accepté car je n'avais pas d'autre option. Cette nuit-là, j'ai emballé tout ce que je possédais dans des sacs poubelles et j'ai quitté la maison de mes parents pendant qu'ils étaient encore au country club. Ils ne sont pas rentrés avant minuit, et à ce moment-là, j'étais déjà partie. Les 3 années suivantes ont été les plus dures de ma vie.
J'ai cumulé 2 emplois tout en étudiant à Northwestern à temps plein, survivant avec 4 heures de sommeil et des nouilles instantanées. Les parents de Kelsey m'ont facturé un loyer minimal et m'ont traité avec plus de gentillesse que ma propre famille ne l'avait jamais fait. J'ai gardé la tête basse, me concentrant sur mes études, et j'ai lentement construit une vie qui m'appartenait entièrement. Mes parents ont essayé d'appeler quelques fois au cours des premiers mois. Maman laissait des messages vocaux sur le fait que je devais m'excuser auprès de Naomi pour avoir ruiné sa fête. Papa envoyait des courriels avec des objets comme il est temps de rentrer à la maison que je supprimais sans les lire. Finalement, les messages ont cessé. Ils m'avaient rayé de leur vie aussi facilement que l'on raye un article d'une liste de courses. J'ai changé de spécialité pour l'informatique après avoir découvert un talent inattendu pour le codage. Mes professeurs ont remarqué mon travail. Au cours de ma 3e année, j'ai décroché un stage dans une start-up technologique en centre-ville. L'entreprise était petite mais innovante, et ils ont pris un risque avec moi là où de plus grandes firmes ne l'auraient pas fait. Je me suis lancé dans le travail avec la même intensité que celle que j'avais appliquée à la survie, et cela a payé lorsqu'ils m'ont offert un poste à temps plein avant l'obtention de mon diplôme. La start-up était spécialisée dans les logiciels d'analyse de données, et j'ai rejoint leur équipe de développement exactement au bon moment. Nous construisions quelque chose de véritablement utile, une plateforme qui aidait les petites entreprises à donner un sens aux données de leurs clients sans avoir besoin d'embaucher des consultants coûteux. Mon rôle se concentrait sur l'interface utilisateur, rendant des informations complexes accessibles aux personnes qui n'étaient pas technophiles. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à créer des outils qui donnaient du pouvoir aux autres, peut-être parce que je comprenais ce que l'on ressentait quand on n'avait aucun pouvoir. Ma responsable d'équipe, Jennifer, est devenue un mentor inattendu. Elle était dans la trentaine, brillante sans être condescendante, et elle a vu en moi un potentiel que je n'avais pas reconnu moi-même. Lors des nuits tardives de débogage de code, elle partageait des histoires sur sa propre dynamique familiale compliquée. Ses parents avaient divorcé quand elle était jeune, la laissant naviguer entre 2 foyers qui se disputaient sa loyauté. Elle comprenait ce que cela signifiait de se sentir prise entre des attentes impossibles. « Tu travailles comme quelqu'un qui a quelque chose à prouver », a-t-elle observé un soir où j'étais encore la dernière personne au bureau. « Mais tu n'as rien à prouver à personne, sauf à toi-même. » Les mots sont restés gravés. J'avais agi en supposant que le succès validerait d'une manière ou d'une autre ma décision de partir, que les réussites justifieraient rétrospectivement la douleur d'avoir abandonné ma famille. Mais Jennifer avait raison. Je cherchais une validation externe parce que je n'avais jamais appris à me valider moi-même. À cette époque, j'ai commencé une thérapie. Une fois que j'ai eu un emploi à temps plein avec des avantages sociaux appropriés, mon assurance couvrait les services de santé mentale. Jennifer avait recommandé sa propre thérapeute lorsqu'elle avait remarqué à quel point je me poussais. La docteure Patricia Lawson était une femme dans la cinquantaine avec des yeux gentils et une capacité troublante à voir à travers la façade que je présentais. Lors de notre première séance, j'ai passé 45 minutes à insister sur le fait que j'allais bien, que je gérais juste un stress normal. « Parlez-moi de votre famille », a-t-elle dit de cette manière qu'ont les thérapeutes de poser des questions qui semblent anodines mais coupent droit à la blessure. Je lui ai d'abord donné la version édulcorée, des parents occupés. Une sœur qui recevait plus d'attention. Une rivalité fraternelle normale. La docteure Lawson a écouté sans interrompre, son expression neutre mais attentive. Quand j'ai eu fini, elle a posé une seule question de suivi. À quand remonte la dernière fois où quelqu'un de votre famille vous a demandé comment vous alliez et a réellement attendu une réponse honnête ? J'ai ouvert la bouche pour répondre et j'ai réalisé que je ne pouvais me souvenir d'aucune instance. Le silence s'est étiré entre nous, lourd d'implications que je n'étais pas prête à examiner. C'est là que j'ai commencé à pleurer. Et une fois que j'ai commencé, je n'ai plus pu m'arrêter. 3 années de chagrin refoulé se sont déversées dans le bureau de la docteure Lawson, et elle s'est contentée de s'asseoir là, me tendant des mouchoirs et me laissant me briser. La thérapie est devenue ma bouée de sauvetage. Semaine après semaine, j'ai décollé des couches de dysfonctionnement que j'avais normalisées parce que c'était tout ce que j'avais jamais connu. La docteure Lawson m'a aidé à comprendre que la négligence émotionnelle de mes parents n'était pas de ma faute. Que le comportement de Naomi était un symptôme du même système toxique auquel j'avais échappé.
Elle m'a enseigné des termes comme bouc émissaire et enfant d'or, des rôles familiaux qui expliquaient tant de choses sur mon enfance. Vos parents ont créé une dynamique où votre sœur était récompensée pour exister tandis que vous étiez punie pour avoir des besoins, a expliqué la docteure Lawson lors d'une séance. Ce n'est pas une rivalité fraternelle normale. C'est du favoritisme structurel et cela cause de réels dommages psychologiques. Entendre cela formulé de manière clinique et claire m'a aidé à arrêter de me blâmer. J'avais passé des années à me demander ce qui n'allait pas chez moi pour que mes parents soient incapables de m'aimer correctement. La thérapie a révélé que le problème n'avait jamais été moi. C'étaient des personnes brisées élevant des enfants dans un système brisé, et j'avais été un dommage collatéral. Ma trajectoire de carrière s'est accélérée tout au long de ma dernière année. La start-up a décroché plusieurs contrats majeurs et notre équipe s'est rapidement agrandie. J'ai été promue développeuse principale 6 mois après l'obtention de mon diplôme, un bond qui s'est accompagné d'une augmentation substantielle. Soudain, je gagnais assez d'argent pour non seulement survivre, mais réellement prospérer. J'ai commencé à rembourser agressivement mes prêts étudiants, réduisant la dette qui m'avait semblé insurmontable quelques mois auparavant. Le premier achat important que j'ai fait fut une voiture. Rien d'extraordinaire, juste une berline fiable qui signifiait que je n'avais plus à dépendre des transports en commun. Je l'ai sortie du concessionnaire et je suis restée assise sur la place de parking pendant 20 minutes, les mains sur le volant, m'émerveillant de cette preuve tangible de mon indépendance. Personne n'avait co-signé pour moi. Personne n'avait contribué un seul euro. Ce véhicule m'appartenait entièrement, gagné grâce à mes propres efforts. Au moment où j'ai eu 21 ans, je gagnais plus d'argent que je n'aurais jamais pu l'imaginer. La start-up avait explosé pour devenir quelque chose de significatif, et mon implication précoce signifiait que j'avais des options d'achat d'actions qui se matérialiseraient au cours des prochaines années, potentiellement d'une valeur substantielle si l'entreprise poursuivait sa trajectoire. J'ai emménagé dans mon propre appartement dans un immeuble de grande hauteur près de la rivière, j'ai acheté des meubles assortis et j'ai commencé à construire le genre de vie que mes parents avaient toujours promis à Naomi, mais jamais à moi. L'appartement est devenu mon sanctuaire. Des fenêtres allant du sol au plafond donnaient sur l'horizon de Chicago, et je m'y tenais certains matins avec mon café, regardant la ville s'éveiller et me sentant enfin arriver quelque part qui comptait. J'ai décoré avec soin, choisissant des pièces qui reflétaient qui j'étais plutôt que qui je pensais devoir être. Des plantes tapissaient les rebords de fenêtres parce que j'aimais la façon dont elles adoucissaient les angles modernes. Des livres remplissaient des étagères faites sur mesure parce que la lecture avait été mon évasion enfant. Des œuvres d'art de galeries locales couvraient les murs parce que je voulais soutenir d'autres personnes qui construisaient quelque chose à partir de rien. Kelsey m'a aidé à organiser ma première vraie soirée dîner dans le nouvel espace. Elle avait été mon soutien constant à travers tout, et sa famille était devenue le modèle de ce à quoi ressemblaient des relations saines. Ses parents me traitaient comme une seconde fille, se présentant à ma remise de diplôme alors que mes propres parents ne l'avaient pas fait. Ils m'avaient donné une carte avec un chèque généreux à l'intérieur et une note disant « Nous sommes si fiers de toi ». J'ai pleuré en lisant ces 4 mots, réalisant à quel point je les avais désespérément désirés toute ma vie. « Regarde-toi », a dit Kelsey, parcourant mon appartement du regard avec une fierté évidente. Tu as fait ça. Tout ça. Malgré tout ce qu'ils t'ont fait subir. À cause de tout ce qu'ils m'ont fait subir, ai-je corrigé. Je n'aurais pas lutté si fort si j'avais eu un chemin plus facile. C'était vrai. Même si le reconnaître était compliqué. La négligence de mes parents avait forgé en moi une résilience qui n'aurait peut-être pas pu se développer autrement. J'avais appris à compter entièrement sur moi-même, à faire confiance à mon propre jugement, à construire le succès par pure détermination. C'étaient des compétences précieuses, même si j'aurais aimé les acquérir différemment. Les médias sociaux sont devenus un champ de mine pendant cette période. J'avais verrouillé mes profils après mon départ de la maison, mais il m'arrivait parfois de glisser et de vérifier ce que ma famille publiait. L'Instagram de Naomi était une bobine des moments forts de sa vie soi-disant parfaite, des rendez-vous romantiques avec 3, des brunchs avec des amis, des photos professionnelles de son travail à l'hôpital. Le Facebook de maman était rempli de messages fiers des réussites de Naomi. Chacun un rappel des éloges que je n'avais jamais reçus. Je me suis entraînée à arrêter de regarder. La docteure Lawson appelait cela protéger ma paix intérieure, et elle avait raison.
Chaque fois que je vérifiais leur page, je sentais cette vieille blessure se rouvrir. Mieux valait se concentrer sur ma propre vie, mes propres réalisations, mon propre bonheur soigneusement construit. Le travail fournissait structure et but. Jennifer m'a promu chef d'équipe lorsqu'elle est passée à un rôle de direction, et soudain, j'avais 3 développeurs juniors qui me rendaient compte. La responsabilité semblait énorme, mais je l'ai abordée de la même manière que tout le reste, en travaillant plus que nécessaire et en refusant d'échouer. Mon équipe me respectait, non pas parce que je l'exigeais, mais parce que je me souciais sincèrement de leur croissance et de leur succès. Tu es vraiment doué pour ça, m'a dit Marcus, l'un de mes développeurs, après que je l'ai aidé à déboguer un problème particulièrement délicat. Bien meilleur que n'importe quel manager que j'ai eu avant. Le compliment m'a prise au dépourvu. Je me souviens juste de ce que ça faisait de commencer sans soutien. J'essaie d'être ce dont j'avais besoin à l'époque. Cette philosophie s'étendait au-delà du travail. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un programme de codage pour jeunes défavorisés, enseignant aux adolescents issus de milieux difficiles les compétences qui m'avaient sauvé. Les regarder saisir des concepts et s'illuminer de possibilités était une forme de rédemption, comme si je rendais ce que la famille de Kelsey m'avait donné. Beaucoup de ces enfants venaient de situations bien pires que la mienne, et leur résilience m'humiliait. Une étudiante, une fille de 15 ans nommée Ashley, me rappelait douloureusement ma jeunesse. Elle était calme et observatrice, clairement intelligente, mais convaincue qu'elle ne méritait pas d'opportunité. Ses parents traversaient un divorce amer, et aucun d'eux ne semblait particulièrement intéressé par son bien-être émotionnel. Je voyais ma propre histoire se refléter dans sa posture réservée et ses mots prudents. « Tu es vraiment talentueuse », lui ai-je dit après un cours. « As-tu pensé à étudier l'informatique à l'université ?» J'ai répondu « non » à l'invitation au mariage de Naomi. Naomi m'a appelé immédiatement, sa voix aiguë d'incrédulité. « Tu ne viens sérieusement pas à mon mariage ? J'ai un engagement professionnel. Je ne peux pas le déplacer. » Le mensonge est venu facilement. J'étais devenue douée pour me protéger avec des contre-vérités pratiques. Quel engagement professionnel pourrait être plus important que le mariage de ta sœur ? C'est un événement unique dans une vie. En fait, étant donné les statistiques de divorce, ce n'était probablement pas le cas, mais j'ai gardé cette observation pour moi. Je suis désolée. Je ne peux pas venir. C'est à cause de l'histoire de l'anniversaire, n'est-ce pas ? Tu nous en veux encore après 3 ans. Le rejet désinvolte de ma douleur a fait craquer quelque chose en moi. Tu as appris mon 18e anniversaire. Tu l'as fait tourner autour de toi, et nos parents t'ont laissé faire. Ils t'ont laissé tout me prendre toute ma vie. Alors, non, je ne viendrai pas te regarder vivre un autre moment parfait pendant que je me tiens en arrière-plan, faisant semblant d'être heureuse pour toi. Tu es égoïste. Encore ce mot. Égoïste. L'accusation qu'il me lançait toujours quand je voulais quelque chose pour moi. Peut-être que je le suis, mais au moins, je suis honnête à ce sujet. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient lorsque j'ai posé le téléphone, l'adrénaline inondant mon système. J'avais finalement dit ce que j'avais besoin de dire depuis des années, et c'était à la fois libérateur et terrifiant. Maman a appelé ensuite, puis papa, puis Paula. J'ai laissé tous les appels aller à la messagerie vocale. Leurs messages suivaient un schéma prévisible, déception, culpabilisation, accusation d'avoir gâché un autre événement familial. Personne n'a demandé pourquoi j'avais dit non. Personne n'a envisagé que peut-être, juste peut-être, j'avais des raisons valables de maintenir la distance. J'ai bloqué leur numéro et je suis retournée au travail. 2 mois plus tard, mon entreprise a décroché un client majeur qui nous a mis sur la carte de l'industrie technologique. Mes options d'achat d'actions semblaient soudain beaucoup plus précieuses et la sécurité financière semblait réellement atteignable pour la première fois de ma vie. Le Local Business Journal a publié un article sur les jeunes professionnels qui font sensation dans la scène des startups de Chicago, et ils m'ont interviewé pour l'article. J'ai parlé de surmonter l'adversité, de construire le succès à partir de rien, de l'importance de choisir son propre chemin même lorsque les gens essaient de vous retenir. L'article a été mis en ligne un jeudi. Le vendredi matin, les membres de ma famille bloquée avaient trouvé des moyens de me contacter par courriel, sur les réseaux sociaux,
et même en envoyant Paula se présenter à mon bureau. L'article lui-même avait été plus révélateur que je ne l'avais prévu. La journaliste, une femme nommée Christina Wu, avait posé des questions pointues sur mon parcours. Elle voulait l'angle de l'histoire humaine, la lutte derrière le succès. J'avais été prudente avec mes mots, ne nommant jamais directement ma famille, mais quiconque me connaissait reconnaissait l'histoire. Qu'est-ce qui vous a poussé à réussir, m'avait demandé Christina lors de notre entretien dans un café du centre-ville. J'ai pensé à édulcorer ma réponse, à lui donner le discours d'entreprise fade sur la passion et le travail acharné, mais quelque chose dans son intérêt sincère m'a rendu honnête. Je voulais prouver que je pouvais construire quelque chose de significatif sans le système de soutien que la plupart des gens tiennent pour acquis. Je voulais montrer qu'être sous-estimé ne détermine pas votre valeur. L'article publié me citait abondamment. Il y avait des photos de moi à mon bureau en plein rire avec mon équipe de développement, et devant l'horizon de la ville. Le titre se lisait « De la survie au succès ». Comment une développeuse a bâti son empire seule. Christina avait tissé mon histoire avec des thèmes plus larges sur les professionnels autodidactes, les changements générationnels dans la dynamique familiale et la vague croissante de jeunes qui forgent leur propre chemin. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'aie fini de lire la version en ligne, des SMS d'anciens camarades de lycée à qui je n'avais pas parlé depuis des années, des demandes de connexion LinkedIn de personnes de mon industrie, et, enfouis parmi les félicitations et les tentatives de réseautage, des messages de membres de ma famille qui avaient réussi à contourner mes blocages. Un courriel du compte professionnel de papa est arrivé en premier. Très fier de ce que tu as accompli. J'aimerais discuter de l'article autour d'un café. Ton succès mérite d'être célébré correctement. L'ironie qu'il veuille me célébrer maintenant, après des années de silence, ne m'a pas échappé. Il avait eu d'innombrables occasions d'être fier lorsque j'étais en difficulté. Quand un seul mot d'encouragement aurait pu tout changer, mais il avait gardé sa fierté pour le moment où je n'en avais plus besoin. Le courriel de maman est arrivé par son compte de club de lecture. Puisque j'avais bloqué son adresse principale. L'article donne l'impression que nous t'avons abandonné. Ce n'est pas juste ni exact. Nous t'avons donné tout ce que nous avions. Appelle-moi s'il te plaît pour que nous puissions en discuter en privé. Tout ce qu'ils avaient. La phrase m'a fait rire amèrement. Ils avaient donné à Naomi tout ce qu'ils avaient. J'avais eu les restes, les miettes, les arrière-pensées. Et maintenant que j'avais réussi malgré leur négligence, ils voulaient réécrire l'histoire et s'attribuer le mérite de ma résilience. Ta mère est dévastée, m'a informé Paula dans le hall pendant que j'attendais que la sécurité l'escorte dehors. Cet article a donné l'impression qu'ils t'ont abandonné. Ils m'ont abandonné. J'ai quitté la maison à 18 ans, et pas un seul d'entre eux n'a essayé de comprendre pourquoi. Ils se sont juste mis en colère parce que je ne voulais pas jouer le jeu de leur fantaisie de famille parfaite. Le visage de Paula s'est tordu d'inconfort. Elle avait toujours été la pacificatrice de la famille, aplanissant les conflits et prétendant que le dysfonctionnement était normal. L'avoir forcée d'affronter la vérité était étrangement satisfaisant. Tu ne comprends pas la pression sous laquelle Naomi a été. Elle a dû être à la hauteur de si grandes attentes. Et moi, je n'ai pas eu à le faire ? Les mots sont sortis plus forts que je ne l'avais voulu. D'autres personnes dans le hall regardaient maintenant, mais je n'en avais plus rien à faire des scènes. Est-ce que quelqu'un a déjà pensé que j'avais peut-être du potentiel aussi ? Que j'aurais pu être quelqu'un de spécial si vous m'aviez tous accordé la moitié de l'attention que vous donniez à Naomi ? Paula a regardé entre nous, calculant clairement s'il fallait continuer à insister. L'agent de sécurité attendait patiemment, ayant déjà géré des situations similaires. Je l'ai regardé réaliser qu'elle avait perdu cette bataille particulière. Parle juste à ta mère, s'il te plaît. Elle ne dort pas. C'est tellement difficile pour elle. L'audace de faire de maman la victime dans cette situation a failli me briser. C'est difficile pour elle ? Elle a eu 3 ans pour me contacter, pour s'excuser, pour montrer le moindre intérêt pour ma vie. Au lieu de cela, elle a attendu qu'un article public les fasse mal paraître. Ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle des dégâts. Paula est partie sans répondre. Je suis restée là dans le hall, tremblante d'adrénaline et de colère, consciente des yeux curieux qui me regardaient.
La responsable des ressources humaines de mon entreprise est apparue de la banque d'ascenseurs, ayant clairement été témoin d'au moins une partie de la confrontation. Tout va bien, a-t-elle demandé doucement, me tirant à l'écart. Drame familial ? Je gère. Elle a hoché la tête avec compréhension. Prends le reste de la journée. Rentre chez toi, décompresse, fais ce que tu as à faire. Tu ne nous es d'aucune utilité si tu es à bout de nerfs. Je voulais argumenter, prouver que je pouvais surmonter n'importe quoi. Mais l'inquiétude dans son expression m'a fait réaliser qu'elle offrait un soutien, et non qu'elle remettait en question ma capacité. Merci. La sécurité est arrivée et Paula est partie sans autre discussion. Je suis montée à mon bureau, j'ai dit à Jennifer que j'avais besoin de partir, et j'ai pleuré dans ma voiture pendant 20 minutes avant de rentrer chez moi. Les larmes m'ont surprise par leur intensité. Je pensais avoir dépassé cela, dépassé le fait de laisser le rejet de ma famille me blesser. Mais lire leurs messages, entendre Paula défendre leur comportement, a ramené chaque moment d'enfance où j'avais eu besoin d'eux et où ils n'avaient pas été là. Des fêtes d'anniversaire où ils oubliaient de venir me chercher. Des spectacles scolaires où ils arrivaient en retard et partaient tôt. Des bulletins scolaires qui n'obtenaient qu'un coup d'œil tandis que ceux de Naomi généraient des dîners de célébration. J'ai conduit chez moi dans un état second, la ville défilant devant mes fenêtres. Mon téléphone continuait de vibrer de notifications, un rappel incessant que ma douleur privée était devenue semi-publique. Plusieurs anciens professeurs m'avaient contacté, exprimant leur regret de ne pas avoir remarqué à quel point les choses allaient mal. Une conseillère d'orientation du lycée avait envoyé un message disant qu'elle s'était toujours demandé ce qui m'était arrivé après mon diplôme. Le contact le plus inattendu est venu de Troy, le petit ami de Naomi. Son message était bref. J'ai vu l'article. Je suis désolée pour tout. Tu méritais mieux. J'ai fixé ces 8 mots pendant longtemps. Troy avait toujours été poli avec moi lors des rares fois où nous avions interagi avant mon départ, mais il n'était jamais intervenu dans la dynamique familiale. Aucun des partenaires ou conjoints ne l'avait fait. Ils maintenaient une neutralité prudente, ne voulant pas risquer leur position en dénonçant le favoritisme manifeste. Ses excuses semblaient sincères, mais elles soulevaient également des questions. Naomi avait-elle lu l'article ? Que avait-elle dit à ce sujet ? Était-elle en colère, sur la défensive, ou peut-être, possiblement, honteuse de la façon dont elle avait contribué à mon isolement ? Je suis rentrée chez moi et j'ai regardé mon appartement. Le voyant vraiment pour la première fois depuis des mois. Les meubles que j'avais achetés, l'art sur les murs, les livres sur les étagères, tout reflétait des choix que j'avais faits pour moi-même. Cet espace ne portait aucune trace de l'influence de ma famille. J'avais bâti cette vie seule, et j'avais fait un sacré boulot. Mais debout dans mon bel appartement, entouré de preuves de mon succès, je me sentais vide. La réussite comptait moins 100 personnes pour la partager qui comprennent vraiment le voyage. Kelsey et sa famille me célébraient, et j'en étais reconnaissante. Mais une partie de moi aspirait toujours à la reconnaissance des personnes qui m'avaient élevée, même en sachant qu'elles avaient perdu le droit de la donner. La docteure Lawson dirait que c'était normal, que les enfants sont programmés pour rechercher l'approbation parentale, même lorsque les parents ne méritent pas ce pouvoir. Elle me rappellerait que guérir ne signifie pas que la blessure cesse complètement de faire mal. Cela signifie simplement que l'on apprend à vivre avec la cicatrice. J'ai préparé du thé et je me suis installée sur mon canapé, lisant enfin tous les messages systématiquement. La plupart étaient des félicitations. Quelques-uns provenaient de personnes essayant de se frayer un chemin dans mon entreprise. Plusieurs venaient de parents éloignés exprimant leur choc que les choses aient été si graves dans ma famille immédiate, comme s'ils n'avaient pas été présents pour la plupart de cela. Mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. C'est moi. La voix de Naomi semblait différente, plus petite d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut parler ? Vraiment parler. Pas juste cette réunion de surface autour d'un café. J'aurais dû dire non. Chaque instinct me criait de protéger les limites que j'avais travaillé si dur à établir. Mais une partie stupide de moi espérait toujours que peut-être, d'une manière ou d'une autre, nous pourrions trouver notre chemin vers quelque chose qui ressemble à une véritable relation. D'accord, mais je choisis l'endroit et tu viens seul.
Nous nous sommes rencontrés dans un parc près du lac, un territoire neutre où aucune de nous n'avait d'avantage à domicile. Naomi avait l'air fatiguée, son maquillage ne réussissant pas à cacher les cernes sous ses yeux. Elle avait perdu du poids et sa bague de fiançailles attrapait la lumière de l'après-midi. Elle la tournait nerveusement autour de son doigt. « J'ai lu ton article », a-t-elle dit sans préambule. « Est-ce vraiment ainsi que tu nous vois ? Comme si nous avions détruit ta vie. » « Vous n'avez pas détruit ma vie. Vous l'avez juste rendue plus difficile qu'elle n'aurait dû l'être. Je n'ai jamais voulu. » Elle s'est arrêtée, semblant reconsidérer ses mots. « D'accord, ce n'est pas vrai. J'ai voulu prendre ta fête d'anniversaire. Maman l'a suggéré, mais j'ai sauté sur l'occasion parce que j'étais jalouse. » L'aveu m'a surprise au point que je l'ai vraiment regardé. « Jalouse de quoi ? De moi ?» Naomi a ri, mais il n'y avait aucune joie. « Tu avais toujours cette liberté que je n'ai jamais eue. Tu pouvais faire des erreurs, et personne ne s'en souciait parce qu'il n'attendait rien de toi de toute façon. Pendant ce temps, je devais être parfaite à chaque seconde. Des partout, un travail parfait, un petit ami parfait. La pression ne s'arrête jamais. Quand j'ai eu 18 ans, papa était à l'hôpital, se remettant de son opération cardiaque. Maman était stressée et épuisée. Mon anniversaire a été mis de côté, et j'ai fait semblant que cela n'avait pas d'importance, mais cela en avait. Alors quand elle a suggéré de partager le tien, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, tu as géré ta pression en t'assurant que je n'avais aucun soutien du tout. J'ai géré cela en m'assurant d'avoir toujours les projecteurs braqués sur moi. Si tout le monde me regardait, ils ne pouvaient pas voir à quel point j'étais terrifiée d'échouer. Elle s'est essuyé les yeux, tachant son mascara. Je suis désolée. J'aurais dû dire ça il y a 3 ans, mais j'étais trop fière. Je suis désolée d'avoir pris ton anniversaire. Je suis désolée de ne jamais avoir pris ta défense quand maman et papa te traitaient comme une arrière-pensée. Je suis désolée pour tout cela. Les excuses ont eu un impact différent de ce à quoi je m'attendais. J'avais imaginé ce moment d'innombrables fois, me représentant toujours triomphante et imperturbable, mais entendre de la véritable contrition dans sa voix a fait craquer la colère que je portais. J'apprécie que tu dises ça, mais des excuses n'annulent pas 3 ans de silence radio. Je sais. Je ne demande pas le pardon. Je voulais juste que tu saches que je vois ce que j'ai fait maintenant, et je me déteste pour ça. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, regardant les joggeurs passer et les chiens chasser des balles de tennis. La ville bougeait autour de nous, indifférente à notre petit drame familial. « Tu ne viens vraiment pas au mariage ?» a demandé Naomi finalement. « Je ne peux pas être autour de maman et papa, prétendre que tout va bien, les regarder te célébrer à nouveau pendant que je suis juste censée sourire et jouer le jeu. Je ne peux pas le faire. Cela anéantirait tous les progrès que j'ai faits. Et si ce n'était pas comme ça ? Et si je leur disais qu'ils devaient réellement reconnaître ce qu'ils ont fait de mal avant que tu n'envisages de venir ? Ils ne feront jamais ça. Ils ne pensent pas avoir fait quoi que ce soit de mal. » Naomi s'est levée, brossant l'herbe de son jean. Alors peut-être qu'il est temps que quelqu'un les force à le voir. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire par là, mais je l'ai laissé partir sans insister pour des détails. Nous avons échangé une brève étreinte qui semblait légèrement moins performative que la dernière, et je l'ai regardé retourner à sa voiture avec quelque chose qui aurait pu être de l'espoir s'agitant dans ma poitrine. 3 jours plus tard, les appels ont recommencé, mais cette fois, ils n'étaient pas en colère. Maman a laissé un message vocal demandant si nous pouvions nous rencontrer pour déjeuner. Sa voix était incertaine d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Papa a envoyé un courriel avec un objet. Je te dois des excuses qui faisaient en réalité plusieurs paragraphes de long au lieu de ses habituels messages de 2 phrases. Paula a envoyé un SMS disant qu'elle avait réfléchi à notre conversation. J'ai ignoré tous leurs messages pendant une semaine, ayant besoin de temps pour traiter ce changement soudain. Quoi que Naomi ait dit ou fait, cela avait apparemment fissuré quelque chose dans le déni soigneusement construit de ma famille, mais je n'étais pas sûre d'avoir l'énergie de gérer les conséquences. Puis Naomi m'a envoyé une vidéo. C'était une séquence granuleuse prise avec un téléphone, montrant ce qui ressemblait à un dîner de famille chez mes parents. Le téléphone était incliné pour capturer la table à manger où maman, papa, 3 et Naomi étaient assis avec des assiettes devant eux.
Dès le début tremblant, il était clair que Naomi avait délibérément installé son téléphone, probablement appuyé contre quelque chose sur le buffet. L'horodatage indiquait qu'elle avait été enregistrée la nuit après notre conversation au parc. J'ai besoin de dire quelque chose. La voix de Naomi est sortie du haut-parleur. Et vous allez tous écouter jusqu'au bout avant que quiconque n'interrompe. La vidéo a duré 17 minutes. Naomi a systématiquement démantelé chaque excuse que mes parents avaient jamais faite pour me traiter comme une arrière-pensée. Elle a soulevé des incidents spécifiques que j'avais oubliés, des anniversaires éclipsés, des réussites minimisées, des moments où ils avaient choisi son confort au détriment de mes besoins fondamentaux. Elle a parlé de la manipulation émotionnelle qu'ils avaient utilisée pour me maintenir soumise, me faisant toujours sentir égoïste de vouloir quelque chose qui les dérangeait. Maman a essayé d'interrompre plusieurs fois, mais Naomi la coupait chaque fois avec un ferme « Je n'ai pas fini ». Papa était assis là, l'air de plus en plus mal à l'aise, son visage rouge d'une émotion que je ne pouvais pas tout à fait nommer à travers la séquence granuleuse. « Vous l'avez brisé » a dit Naomi vers la fin, sa voix se brisant. « Vous avez brisé votre propre fille parce que vous étiez trop paresseux pour nous aimer toutes les deux également. Et quand elle a essayé de vous dire à quel point vous l'aviez blessée, vous l'avez blâmée d'être trop sensible. Vous lui devez plus que des excuses. Vous lui devez des années de factures de thérapie, des opportunités manquées et l'enfance qu'elle aurait dû avoir. » La vidéo s'est terminée avec maman en pleurs et papa assis dans un silence stupéfait. La main de Troy est arrivée dans le cadre pour serrer l'épaule de Naomi. L'écran est devenu noir. Je l'ai regardé 3 fois de plus, chaque visionnage apportant de nouvelles vagues d'émotions. La colère contre mes parents pour avoir eu besoin que quelqu'un d'autre explique ma douleur avant de croire qu'elle était réelle. La gratitude envers Naomi pour avoir finalement utilisé son statut d'enfant d'or pour me défendre. Le deuil pour la relation que nous aurions pu avoir si elle avait trouvé ce courage plus tôt. Mon téléphone a sonné avec le numéro de Naomi. « Tu l'as regardé ?» a-t-elle demandé quand j'ai répondu. « Oui. Je sais que ça ne répare rien, mais je voulais que tu vois que je pensais ce que j'ai dit au parc. J'en ai fini de les conforter. Qu'est-ce qu'ils ont dit après que tu as arrêté d'enregistrer ? » Maman a essayé de justifier cela. Papa a admis qu'ils avaient fait des erreurs, mais a continué à essayer de minimiser à quel point c'était grave. Je leur ai dit qu'à moins qu'ils n'examinent sincèrement leur comportement et ne fassent de véritables amendes, je limiterais également le contact avec eux. Elle a fait une pause. J'ai annulé le grand mariage que nous avions prévu. Nous allons faire quelque chose de petit à la mairie. Moins de monde, moins de stress, aucune performance nécessaire. Naomi, tu avais raison sur tout. J'étais tellement concentrée sur le fait de vivre à la hauteur de leurs attentes que je suis devenue une partie du problème. Je ne veux plus être cette personne. Nous avons parlé pendant une autre heure, vraiment parlé cette fois, plongeant dans des années de dysfonctionnement et de malentendus. Ce n'était pas confortable, et nous n'étions pas d'accord sur tout, mais c'était sincère d'une manière que notre relation n'avait jamais été auparavant. Au cours des mois suivants, mes parents ont fait des tentatives maladroites de réconciliation. Maman a suggéré des réunions autour d'un café où elle a réellement posé des questions sur ma vie au lieu de simplement parler de Naomi. Papa a envoyé des articles sur mon industrie qui montraient qu'il portait attention à ma carrière. Paula a admis qu'elle avait toujours su que le favoritisme était mauvais mais n'avait pas voulu faire de vagues. Rien de tout cela n'a magiquement réparé les dommages. Je tressaillais toujours quand maman me critiquait. Je ressentais toujours une vague de vieille rancœur quand papa louait les réalisations de Naomi. Mais lentement, douloureusement, nous avons commencé à construire quelque chose qui ressemblait à une dynamique familiale fonctionnelle. Le vrai changement est survenu pour mon 22e anniversaire, près d'1 an après la publication de l'article et plusieurs mois après le douloureux processus de réconciliation de notre famille. Je n'avais rien prévu de spécial, trop conditionné à anticiper la déception pour prendre la peine de célébrer. Mais ce matin-là, Naomi s'est présentée à mon appartement avec des ballons et du café de mon café préféré. « Habille-toi. On sort. J'ai du travail. J'ai déjà réglé ça avec ta patronne. Allez. » Elle a planifié une journée entière autour de choses que j'aimais réellement. Brunch dans un restaurant que j'avais mentionné une fois en passant. Une matinée au cinéma pour un film que je voulais voir.
Du shopping dans des librairies au lieu des boutiques qu'elle préférait. Dîner dans un endroit qui servait le genre de nourriture épicée qu'elle détestait mais que j'adorais. Alors que le soleil se couchait, nous nous sommes assises sur le même banc dans le même parc où nous avions eu notre conversation honnête des mois plus tôt. Cette fois, le silence entre nous se sentait confortable au lieu d'être lourd de tension. Merci, ai-je dit. Pour aujourd'hui, pour la vidéo, pour m'avoir enfin vu. J'aurais dû te voir depuis le début. Je suis toujours désolée que ça ait pris autant de temps. Mon téléphone a vibré avec des messages de divers membres de la famille me souhaitant un joyeux anniversaire. Celui de maman comprenait une photo du gâteau qu'elle avait fait, un simple gâteau à la vanille avec mon nom correctement orthographié sur le glaçage. Le message de papa mentionnait qu'il était fier de la femme que j'étais devenue. Paula a envoyé un cadeau d'animaux dansants qui m'a fait sourire malgré son ridicule. C'était de petits gestes, rien qui puisse compenser des années de négligence, mais c'était aussi de véritables efforts de la part de personnes qui essayaient sincèrement de faire mieux. Je ne pouvais pas tout pardonner, et je ne leur ferais peut-être jamais entièrement confiance à nouveau, mais je pouvais reconnaître les tentatives et voir où elles menaient. « Es-tu heureuse ?» a demandé Naomi soudainement. « Comme, vraiment heureuse de ta vie. » J'ai pensé à mon appartement, à ma carrière, aux amitiés que j'avais construites, à l'indépendance pour laquelle j'avais lutté. Oui, je le suis vraiment. Tant mieux. Tu mérites de l'être. Nous sommes restées assises jusqu'à ce que les lumières de la rue s'allument. Deux sœurs qui avaient passé des années à se faire du mal, apprenant enfin à coexister. Ce n'était pas une fin de conte de fées où tout était parfaitement résolu. La vraie vie ne fonctionne pas comme ça, mais c'était honnête et désordonné et réel d'une manière que notre relation n'avait jamais été auparavant. La famille ne s'est pas effondrée à cause de la confrontation de Naomi. Au contraire, elle est devenue plus forte une fois que nous avons tous cessé de prétendre que le dysfonctionnement n'existait pas. Nous avions maintenant des dîners hebdomadaires où les gens s'écoutaient réellement au lieu d'attendre juste leur tour de parler. Maman consultait un thérapeute pour travailler sur ses schémas de favoritisme. Papa avait commencé à faire un effort pour assister à mes événements professionnels de la même manière qu'il s'était toujours montré pour ceux de Naomi. Les progrès étaient lents et imparfaits. Certains jours, j'avais toujours envie de leur crier dessus pour avoir gâché tant d'années. D'autres jours, j'étais reconnaissante que nous ayons trouvé notre chemin ici du tout. La fête d'anniversaire qui m'avait fait fuir nous avait finalement forcés à affronter des vérités que nous évitions. 3 ans après être sortie de ce country club, je me tenais devant le miroir dans mon appartement, me préparant pour le petit mariage de Naomi à la mairie. Je portais la robe en soie bleu marine de mon 18e anniversaire, car elle m'allait mieux maintenant, portée et confortable. La femme qui me regardait ressemblait peu à l'adolescente au cœur brisé qui avait fui sa propre fête. Elle avait l'air plus forte, plus dure à certains égards, mais aussi plus certaine de qui elle était et de ce qu'elle méritait. Elle avait survécu à l'abandon et construit quelque chose de beau à partir des ruines. Elle avait appris que les gens qui vous aiment ne savent pas toujours comment le montrer, et que parfois, il faut le leur enseigner. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Naomi. Merci de venir. Cela signifie tout. J'ai souri et j'ai attrapé mon manteau. La famille qui m'attendait à la mairie n'était pas parfaite. Nous avions encore des années de travail de réparation devant nous, mais ils essayaient, et moi aussi. Parfois, c'était suffisant.